Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous en étions à la fin des étapes de l'éducation. Je rappelle que la première étape, c'était le bébé, ensuite la petite enfance, ensuite, troisièmement, l'âge de raison, et puis l'âge ingrat, en quatrième lieu, et puis enfin l'adolescence. Alors, nous n'avions pas tout à fait terminé sur la question de l'adolescence. Je termine aujourd'hui avant de passer à la vie sociale, l'enfant, l'adolescent et la vie sociale. Alors, la transformation psychologique de l'adolescence n'est pas sans lien avec la transformation physiologique résultant de ce qu'on appelle la puberté. L'adolescent commence à éprouver des émotions, des sensations d'une nature nouvelle dont il n'a pas encore l'expérience. Et on risquerait les pires déviations si cet adolescent ignorait alors de quoi il s'agit. Il est donc indispensable qu'il soit informé. Alors évidemment, attention, il ne s'agit pas ici de tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation sexuelle, mais il faut que cet adolescent soit informé de toutes les réalités de cette vie sexuelle et des obligations morales qui s'y rattachent. Et que cette information, liée à une formation morale, lui soit donnée non pas par n'importe qui, mais par les parents, avec la délicatesse qui convient, et pas en se disant il a atteint ce âge-là, donc il faut lui faire cette éducation. Non, les parents connaissent leurs enfants, ils savent très bien à quel moment, de quelle manière, avec quelle délicatesse il faut le faire, etc. Et puis cette éducation, c'est pas une explication détaillée de tout qu'un adolescent n'a pas besoin de savoir, évidemment. Donc, et puis en plus, il ne faut pas occulter les obligations morales qui sont liées à cela. Donc cette information, elle doit être faite par les parents, au besoin par des éducateurs de l'école, non pas n'importe quelle école, lui parlant individuellement et non pas collectivement, des prêtres au besoin, ou éventuellement, ce qu'on appelait autrefois le médecin de famille, s'il était catholique, il pouvait aussi être bien placé pour en parler. Et non, comme cela a lieu beaucoup trop souvent, par de mauvais camarades, de mauvaises lectures, qui vont informer incomplètement, inexactement et d'une manière perverse. Donc ça, c'est à exclure. Mais l'information sur ce point de la sexualité doit être liée à une formation morale, évidemment. Non pas uniquement présentée comme un ensemble de règles, d'interdictions, dont la non-observation pourrait parfois, pas toujours, conduire à la révolte, au libertinage, mais une formation morale, une information liée à une formation morale, comme la formation à une maîtrise vertueuse de soi, conduisant à ne pas se laisser aller à tous ses désirs, mais à un usage raisonné, volontaire, de la sexualité dans le mariage, ou au renoncement à cet usage dans la vocation sacerdotale ou religieuse. Donc, formation à une maîtrise vertueuse de soi,
cela va de pair avec une certaine information. Il faut noter que l'adolescence est une époque de la vie où peut aussi naître déjà un certain amour, ce qui en soi est une chose qui pourrait être naturelle et normale, mais à deux conditions. La première, c'est que cette forme initiale de l'amour aille de l'adolescent à l'adolescente, et réciproquement, parce que si c'était pour quelqu'un de même sexe, on voit quel risque il y aurait de graves déviations, évidemment. Il faudra ici condamner la mixité scolaire, qui constitue une tentation permanente de flirt, le flirt étant jouer avec l'amour de quelqu'un. Mixité qui fait vivre entièrement ensemble adolescents et adolescentes à un âge prématuré pour des fiançailles, évidemment. Et puis la deuxième condition, c'est qu'un certain amour naissant est d'ordre affectif, surtout à cet âge imaginatif, du domaine un petit peu du rêve, et ne doit donc jamais, évidemment, s'extérioriser dans des gestes extérieurs d'ordre amoureux, ou dans une espèce d'intimité qui serait évidemment dangereuse. On tomberait alors inévitablement dans tous les dangers du flirt, qui est une faute, puisque c'est jouer avec l'amour de quelqu'un. C'est faire croire que. Enfin, l'adolescence, c'est l'âge de la découverte de l'ensemble du monde, de la vie sociale, au-delà de l'horizon familial, au-delà de l'horizon scolaire, auquel se limitait jusqu'à maintenant l'enfance. Donc on voit comment cette découverte se relie au besoin de penser et de juger par soi-même, d'acquérir des convictions personnelles, chose qui n'existait pas dans l'enfance, mais dans cette adolescence, il y a un besoin de penser, de juger par soi-même, d'acquérir des convictions personnelles, au besoin d'acquérir une certaine autonomie et d'exercer sa liberté, non pas dans n'importe quel sens, mais il y a ce désir qui naît déjà. Donc c'est une période délicate. C'est pourquoi l'adolescence ne saurait se passer, normalement, sans quel grand enthousiasme. C'est à cet âge-là qu'un adolescent va s'enthousiasmer pour un professeur, s'enthousiasmer dans le bon sens du terme, admirer le professeur, un camarade, un personnage célèbre, un mouvement qui fait découvrir à l'adolescent des horizons nouveaux sur le monde, la société, la vie humaine, les raisons de vivre, les buts de la vie. Donc, à vrai dire, l'adolescent s'enthousiasme souvent plus sur sa capacité de découvrir que sur l'objet même de sa découverte. L'essentiel est pour lui que ce soit quelque chose qu'il ait découvert par lui-même. Donc les professeurs, par exemple, qui enthousiasment des adolescents, ce ne sont pas ceux qui les enferment dans la lettre d'un programme scolaire, mais ceux qui savent leur faire découvrir des horizons inconnus, leur ouvrir l'esprit sur tous les problèmes de la vie, leur donner des raisons de vivre, etc. Donc il est important que l'adolescent choisisse bien l'objet de son enthousiasme, parce que celui-ci aura sur lui une influence sans limite, mais les éducateurs ne peuvent pas le choisir à sa place, parce qu'il suffirait qu'il l'ait choisi pour qu'il n'y ait aucun enthousiasme. Ça, c'est l'âge de l'adolescence. Puisque c'est mes parents qui l'ont choisi, eh bien, je vais choisir quelqu'un d'autre. Ça, c'est typique. La raison profonde de cet enthousiasme est précisément pour l'adolescent d'avoir découvert par lui-même. Alors évidemment, les parents feront attention. Quand je dis professeur, ça suppose que c'est dans une école profondément catholique,
donc avec des professeurs qui sont tous bons, moralement et chrétiennement, etc. Alors, ce que les éducateurs peuvent et doivent faire, c'est, par contre, oui, d'organiser tout le contexte, tout l'entourage de la vie de l'adolescent, de telle manière qu'il y ait toutes les chances que ce qu'il y trouvera comme objet d'enthousiasme soit bon. Par exemple, dans une véritable école catholique, on ne risque pas qu'il s'enthousiasme pour un professeur athée. Vous voyez ? Alors, le développement normal de l'adolescent comporte une véritable initiation à la vie sociale. C'est pour ça qu'il est indispensable à l'adolescent de s'engager, de militer dans quelques groupes. Vous voyez, par exemple, le MJCF, le Mouvement de la Jeunesse catholique de France, il prend les enfants à partir de 15 ans. Et c'est une très bonne chose, justement. Parce qu'à cet âge-là, c'est là où on a besoin d'enthousiasme, de militer, alors que plus tard, il sera peut-être un peu trop tard. Vous voyez. Donc, il est indispensable qu'il puisse s'engager, qu'il milite dans quelques groupes, mouvements, activités, où il aura à prendre des responsabilités, qui sont adaptées à son âge, évidemment, mais il aura quand même à prendre des responsabilités, ça c'est très bon pour former un homme. Il aura l'occasion de se heurter à des difficultés, il aura l'occasion de former son caractère, il aura l'occasion aussi de se former au travail en équipe, ce qui évitera beaucoup l'égoïsme, voyez, et puis de développer, un peu dans le même sens, contre l'égoïsme, de développer sa générosité dans quelque sorte du don de soi ou du dévouement. Après, il sera trop tard, vous voyez, c'est l'âge où justement il faut profiter de cela. Aucune adolescence ne se passe normalement sans y faire aussi l'expérience de l'amitié, la profonde amitié, la véritable amitié. Les grandes amitiés entre adolescents, il y en a qui sont passagères, mais il y en a qui durent toute la vie, qui sont plus profondes qu'on ne croit. Il y en a qui vont durer toute la vie. Elles sont formatrices d'un choix personnel, éducateurs de la personnalité. On ne choisit pas les membres de sa famille ou de son école, mais on choisit ses amis. Et il est essentiel à l'amitié d'être élective. C'est un choix. Voilà. Voilà pour les étapes de la vie humaine, les étapes de l'éducation. Alors, maintenant, abordons cette question de l'éducation et de la vie sociale. L'éducation, il faut le rappeler quand même, c'est l'œuvre propre de la famille. Elle n'est pourtant pas l'œuvre de la famille seule. La vie sociale tout entière joue un rôle. Et aujourd'hui, tout est fait pour détruire la vie sociale. Alors, ce rôle est joué d'abord par son influence. La vie sociale joue un rôle par son influence sur la famille, sur la vie familiale, puis à travers tout ce que l'enfant vit, entend, et puis ensuite par le livre, la presse, les spectacles, les moyens de communication, les groupes et mouvements d'enfants et d'adolescents, les formes d'établissements scolaires. Tout ça, ce sont des formes de vie sociale qui jouent un rôle important. Alors, ça ne doit pas nous étonner parce qu'il y a au sein de la nature humaine elle-même un lien très profond entre éducation et vie sociale. L'homme étant, par ce qu'il y a en lui de spirituel, étant appelé à une haute perfection d'ordre intellectuel et moral, il ne peut pourtant, à cause de ce qu'il y a en lui de matériel, il ne peut y parvenir que par un développement progressif. Et il n'y parvient jamais que d'une manière limitée en chaque individu. Donc il n'acquiert
son complet développement humain que lentement, progressivement, et d'une manière qui dépasse ce que l'individu seul pourrait réaliser au cours de sa vie. D'où il résulte que ce complet développement humain ne se réalise que collectivement, au cours des siècles et des millénaires, comme un bien commun qui va se transmettre à l'individu dans la vie sociale par toutes les formes d'éducation, d'enseignement. Et donc ce n'est que grâce à l'éducation et dans la vie sociale que l'être humain va acquérir son complet développement en solidarité, en complémentarité, en collaboration avec tous les autres hommes. Donc c'est pour ça que éducation et vie sociale ont la même racine dans les caractères les plus essentiels de la nature humaine. Et c'est pourquoi l'éducation est un fruit de la vie sociale qui transmet à l'individu ce que l'humanité a acquis au cours des siècles et des millénaires. Alors, réciproquement, une société ne se continue que grâce à l'éducation qui forme la valeur humaine de ses membres. Sinon, c'est la destruction de la société. L'avenir d'une société dépend entièrement de la manière dont l'éducation forme aujourd'hui les enfants et les adolescents qui la constitueront demain. C'est pour ça qu'il faut souhaiter de tout notre cœur la destruction totale de l'éducation nationale. Parce que, justement, elle va contre la société. C'est un instrument de destruction de la société, puisque c'est un instrument de destruction de l'éducation. L'éducation, c'est donc la plus fondamentale, la plus haute des fonctions sociales, la vocation d'éducation la plus haute, vocation qu'à tout point de vue, toute société devrait honorer au plus haut degré. Alors, examinons maintenant les moyens d'influence de la vie sociale sur l'éducation. On a déjà eu l'occasion de dire l'importance, l'attention que l'éducation doit accorder à tout ce que l'enfant voit, entend, ressent. Donc à tout ce qui se passe autour de lui, à toutes les circonstances auxquelles il se trouve mêlé. Mais une société civilisée a tout un ensemble, je dis bien civilisée, a tout un ensemble de moyens directs d'action sur l'éducation. Premièrement, le livre. La lecture a une influence profonde sur le développement d'un être humain. Et même avant que l'enfant sache lire, il y a une influence du livre grâce au livre d'images. Alors, le rôle de l'éducation ne se limite pas au souci négatif, tout à fait légitime, d'éviter les livres qui intoxiquent. Il le faut. Mais le rôle de l'éducation ne se limite pas à ce côté négatif. Il le faut, certes, et c'est important, mais les éducateurs ont la responsabilité positive de choisir pour l'enfant et l'adolescent des livres authentiquement formateurs dans chacun des domaines de l'éducation. Il y a un instrument très utile qui existe aujourd'hui, c'est une petite revue qui s'appelle Plaisir de lire, que je vous recommande. C'est peu connu, mais c'est fait par des gens de toute confiance et qui analysent les livres pour enfants, pour adolescents, pour adultes, et qui vous donne une note. C'est une revue qui date depuis très longtemps, qui avait été dirigée à l'époque j'ai perdu le nom. C'était du temps de la Cité catholique. Ça apparaissait sous un format beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est un petit format. Mais bon, peu importe,
m'échappe, mais aujourd'hui, c'est une petite revue qui est dirigée un petit peu sous la coupe aussi des Capucins de Morgon. Donc, c'est une revue pour les familles qui est excellente. Donc, livre formateur, pas forcément uniquement religieux, hein, mais formateur, de manière générale. Alors, pour l'enfant, il appartient évidemment aux éducateurs de diriger ces lectures. L'adolescent tiendra à en faire un choix personnel. Mais c'est le devoir des éducateurs de mettre à sa disposition, par une bibliothèque familiale ou scolaire, un ensemble de livres de haute valeur éducatrice, en tous ordres, parmi lesquels il pourra choisir. Vous voyez, si les parents lui disent à l'adolescent « tu vas lire ce livre-là », eh bien il va le rejeter. Pas tous, hein, mais il va avoir la tendance. Donc il faut le laisser choisir. Mais évidemment, le choix, je ne dis pas qu'il est limité, mais on limite quand même, évidemment. Et parmi tous les livres, tous les bons livres, eh bien, il va en choisir un. De plus, dans la mesure où les éducateurs auront su garder la confiance de l'adolescent, eh bien, ils pourront là éclairer, guider, conseiller ses choix. Il reste le cas où un adolescent voudrait lire un livre dangereux. Parce que, par exemple, tout le monde a lu ce livre et en parle autour de lui. C'était le cas à une certaine époque de Harry Potter, etc. Alors, il faut d'abord lui déconseiller, en lui faisant comprendre ce qu'un tel livre pourrait avoir de dangereux pour lui. S'il veut quand même le lire, il faut le lui interdire. Oui, mais lui interdire pourrait, dans certains cas, risquer de le lui faire lire en cachette, de le lire en cachette. Ça, c'est classique. Aussi faut-il que les éducateurs aient lu et étudié ce livre et puissent en parler et en discuter avec l'adolescent pour lui faire comprendre, d'une manière personnelle, à lui, ce qu'il y a d'erroné, de vicié dans ce livre, et former ainsi en lui des réactions vivantes contre les dangers de ce livre, qui peuvent être plus efficaces qu'une simple interdiction. Et même si l'adolescent chrétien a été formé à être apôtre, on l'amènera à vouloir lutter contre la mauvaise influence de ce livre sur ses camarades, par exemple. Voyez ? La lecture de livres faciles, amusants, passionnants, peut être pour certains une détente. Mais il faut former l'enfant, et surtout l'adolescent, au courage, à la persévérance nécessaire pour lire des livres parfois difficiles, qui demandent un effort, quand ceux-ci ont une valeur réellement formatrice, et ne pas laisser l'adolescent aller à lire uniquement des livres faciles, amusants, passionnants, même s'ils sont bons. Moi, je peux vous donner un exemple, bon, c'est enregistré, mais je peux le donner quand même. Je me souviens très bien que mon père, un jour, m'avait mis entre les mains un livre qui s'appelle L'Enjeu. L'Enjeu, c'était un petit livre de la Cité catholique à l'époque, et j'avais 15 ans à l'époque. Il m'a dit « Tu vas lire tel chapitre et tu vas l'exposer la semaine prochaine à un petit groupe de jeunes de ton âge. » Ben, ça m'a forcé, ça nous force à lire, ça. Comment, moi, m'exprimer à 15 ans devant des jeunes de mon âge. Oui, c'était un petit chapitre, mais c'était un livre très, très pratique, mais qui demandait quand même une réflexion. Alors, il est bon de lire de bons romans ou des pièces de théâtre quand ils présentent une réelle valeur littéraire, quand ils présentent des qualités formatrices pour l'imagination, pour le sentiment, puis sur le plan psychologique, moral et social, pour la connaissance des hommes, des milieux sociaux, des milieux humains, de la vie sociale, etc. Mais il faut que l'enfant et l'adolescent lisent des mémoires, des récits de voyage et d'exploration, des récits d'exploits militaires et apostoliques,
des biographies, des ouvrages d'histoire et de géographie, les grandes œuvres de haute valeur littéraire, des ouvrages de culture scientifique ou technique, des œuvres philosophiques quand ils auront une maturité suffisante, des ouvrages d'instruction et de formation religieuse, de vie spirituelle, comme des écrits de saints, et puis aussi faire goûter, apprécier, aimer les vrais et bons poètes. Voilà pour la question du livre. Donc ça a une importance capitale, surtout aujourd'hui où l'Internet a détruit le livre, hein, évidemment. Ensuite, la presse. Alors tout ce qu'on vient de dire au sujet des lectures est évidemment à répéter concernant la vraie et la bonne presse. Mais, sauf quelques livres qui ont une influence profonde et durable sur une vie et qu'on relit plusieurs fois, pour la plupart des livres, leur influence prend fin quand on a achevé de les lire, tandis que quand on lit régulièrement le même périodique, entre parenthèses Rivarol par exemple, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, il exerce une action continue. Il exerce une action persévérante dans la même direction, un petit peu comme la goutte d'eau qui creuse en tombant toujours au même endroit, et il finit par imprégner profondément la psychologie de l'être humain. Je me rappelle qu'à la maison, par exemple, tous les jeudis, mes parents achetaient le journal L'Aurore, uniquement pour la rubrique du père Bruckberger, parce qu'il écrivait dans l'Aurore à l'époque. Ou alors dans Rivarol, il y avait Édith de Lamare, c'était les informations religieuses. Mais je me souviens que je me précipitais pour lire ces articles-là. Or, malheureusement, beaucoup de parents qui sont encore attentifs aux livres que lisent leurs enfants laissent traîner n'importe quel journal, n'importe quel magazine à la portée des enfants, en oubliant qu'aujourd'hui, la plupart des journaux sont gravement intoxicateurs. Par exemple, le récit détaillé qu'on va faire des crimes, des procès et des indécences qui fleurissent à cet âge-là. Mais comme on ne peut supprimer que ce qu'on remplace, eh bien, il faut abonner l'enfant ou l'adolescent à des périodiques bien choisis, formateurs, correspondant aux intérêts de son âge. Dans quelle famille aujourd'hui les enfants sont-ils abonnés à une revue, une vraie revue formatrice? Un grand nombre de nos contemporains qui cherchent la facilité et qui ont voulu éviter l'effort vont perdre beaucoup de temps à lire des magazines abétissants qui ne leur apportent aucune information sérieuse, compétente, approfondie, qui élève et qui souvent vont flatter leur plus malsaine curiosité. Alors, donc, qu'on choisisse des périodiques, journaux ou revues, demandant un effort de réflexion, apportant une authentique culture grâce au sérieux, à la compétence de leurs collaborateurs. La vulgarisation est le contraire de la culture populaire. La culture populaire croit le peuple capable de culture et lui demande un effort pour élever son niveau culturel. La vulgarisation le croit incapable de culture et d'effort et se met au plus bas niveau pour atteindre la masse. Et ça, il faut le rejeter. Troisièmement, les spectacles. Il faut ici signaler qu'on ne doit pas négliger une certaine importance, par exemple des concerts, pour faire connaître les grandes œuvres musicales, les vraies, hein, pas la musique dégénérescente, ainsi que les visites de musées, visites de monuments, pour faire connaître les grandes œuvres des arts plastiques. C'est à cet âge-là qu'il faut intéresser l'enfant, l'adolescent. Concernant le théâtre aussi,
Il faudrait répéter ce qu'on a dit au sujet des lectures, en ajoutant simplement que lorsqu'il s'agit d'œuvres ayant une influence néfaste sur la sensibilité, vision, audition, ou qui excitent plus directement la sensibilité, la sentimentalité, la terreur, l'agressivité, la cruauté, que la simple lecture, évidemment, il ne s'agit pas de donner pied à ce genre d'informations ou d'intérêt. Donc pour de jeunes enfants qui n'ont pas la maturité suffisante pour le théâtre, il sera par exemple normal qu'ils aiment le cirque, en s'assurant que ce soit vraiment du cirque, et que ça ne dégénère pas en spectacle de music-hall, avec étalage de demi-nudité, comme cela arrive dans la plupart de nos cirques d'aujourd'hui. Il est bon aussi d'emmener les jeunes enfants visiter des zoos, des jardins botaniques, pour leur faire connaître le monde animal et végétal, sans tomber dans l'écologie infernale. Quant au cinéma, qui exerce une telle influence dans le monde contemporain, il faut d'abord mettre en garde contre les méfaits chaque jour plus graves de la grande majorité, de l'immense majorité des films qui sont excitateurs de cupidité, de sensualité, de sentimentalité, de terreur ou de cruauté. Il est vrai que les enfants délinquants, sans cesse plus nombreux aujourd'hui, avouent pour la plupart l'influence du cinéma à l'origine de leurs délits. Mais à supposer même que tous les films soient inoffensifs ou bienfaisants, à supposer, il resterait quand même de graves dangers, non point à un usage modéré et raisonnable, mais à l'abus du cinéma, pour ceux qui y vont trop souvent, et surtout quand il s'agit d'enfants. Cet abus est d'abord malfaisant pour la santé, par la fatigue des yeux, à cet âge-là, et surtout la fatigue nerveuse, occasionnée par la succession ininterrompue des images sur l'écran. Donc c'est une grave erreur de considérer le cinéma comme un repos, une détente. Il est au contraire très fatigant quand on en abuse, souvent même plus fatigant que la classe ou le travail scolaire. L'enfant qui passe son dimanche au cinéma, il sera normalement plus fatigué nerveusement le lundi matin que le samedi soir. De sorte que l'abus de cinéma est une des causes de l'accroissement de la fatigue nerveuse. De plus, cet abus, il est aussi psychologiquement abêtissant et abrutissant, destructeur des facultés d'attention, de réflexion. En effet, en habituant à se laisser aller à la succession des images visuelles, à un état de pure sensibilité, dans une dispersion perpétuelle, sans aucun effort de l'esprit, sans aucune concentration de la pensée. Donc il y a là une cause de l'état de beaucoup d'enfants incapables de fixer leur attention aujourd'hui. Alors évidemment, on va parler après de la télévision qui ne fait qu'accentuer, et des smartphones ou des choses comme ça qui ne font qu'accentuer ce manque d'attention. Impossible de fixer leur attention, impossible de suivre une idée, impossible de réfléchir. Et comme déjà dans l'adolescence ça demande un effort, ben alors ça détruit tout. C'est une véritable destruction de toute vie intellectuelle. Quand l'être humain prend ainsi l'habitude de demeurer sans idée abstraite, sans raisonnement, donc sans pensée, éparpillé dans la seule succession des sensations, eh bien, on a là une destruction de toute vie intellectuelle. En revanche, un usage sagement limité du cinéma peut être parfois un précieux auxiliaire de l'éducation, en utilisant des films
éducatif ou instructif, notamment dans les cas où la technique du cinéma pourra, grâce au ralenti ou à l'accéléré, faire voir des processus trop rapides ou trop lents pour être observés autrement. Aussi pour permettre de partout d'assister à une pièce de théâtre, de visiter un musée, d'explorer une région lointaine, d'observer des animaux sauvages, etc. Et puis, nous en venons maintenant à la radio. Bon, bien que la radio, maintenant, plus personne n'écoute la radio, ou très peu, mais surtout télévision, Internet. Alors, l'Internet, j'en traiterai une autre fois, parce que je suis en train de lire un livre très intéressant, La fabrique du crétin digital, qui est un très bon livre, mais qui demande plusieurs heures d'explication. La pratique du crétin digital. Vous connaissez? Non. Enfin, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, il s'agit ici d'une influence d'autant plus grande qu'elle s'exerce à l'intérieur du foyer familial. La télévision, elle est dans le foyer. Et cela soulève deux problèmes. Le premier, c'est évidemment le choix des émissions, si on n'a pas définitivement évacué la télévision du foyer, ce qui est la meilleure chose, sans aucun doute. Vous avez une fenêtre, vous pouvez mettre la télévision par la fenêtre, pas de problème. Est-ce qu'on peut vraiment parler de choix quand musique ou chant vont exciter la sensualité, la sentimentalité? Quand la plupart des spectacles y sont excitateurs de cupidité, de sensualité, de terreur, d'agressivité, de cruauté, comme on l'a vu tout à l'heure, quand la plupart des émissions sont aussi propagatrices de mensonges et d'erreurs, il suffit de voir dans le domaine de la crise dite sanitaire, où tout le monde gobe tout ce qu'il voit à la télévision ou sur Internet, mais surtout la télévision. Donc, la plupart des émissions sont propagatrices de mensonges et d'erreurs, de basses vulgarisations qui feraient croire qu'on connaît une question parce qu'on en a entendu parler partiellement et superficiellement à la télévision pendant 10 minutes, ou qui ferait croire qu'on a une culture parce qu'on connaît quelques bribes de certaines questions. Alors, même si on peut trouver quelques émissions à valeur éducatrice ou formatrice, que je ne nie pas, des concerts qui mettent la meilleure musique à la portée de tous, des pièces de théâtre faisant connaître des œuvres d'une réelle valeur dramatique, transmission de cérémonies militaires, d'épreuves sportives, de films documentaires, etc., j'en passe, etc. Très bien. Mais le deuxième problème, il est constitué par l'abus qui en est fait, avec des dangers graves dans tant de familles où l'appareil est ouvert toute la journée et quelquefois même à tue-tête sans se préoccuper si même par là on ne va pas incommoder les voisins. Donc c'est la fatigue nerveuse provoquée par le bruit perpétuel et dans le cas de la télévision, la succession ininterrompue des images comme pour le cinéma. Le système nerveux, il ne se repose que dans le silence. Mais pour certains de nos contemporains, il faut une véritable désintoxication du bruit dont ils ne peuvent même plus se passer, comme l'alcoolique, de son alcool. Quand l'enfant rentre de l'école, il est évident qu'il ne peut pas faire son travail scolaire comme il faut, des cours à étudier, des leçons à apprendre, des devoirs à faire, il ne peut le faire que dans le silence. Si c'est dans le bruit, il le fera mal, et au prix d'un épuisement nerveux anormal. S'il ne le fait pas pour regarder la télévision, il devra le faire plus tard, au détriment de son sommeil, et c'est encore pire pour son équilibre nerveux. Ce qui amène à un autre danger, celui de prendre un temps tel à tout cela, au point qu'il n'en reste plus ni pour la prière, ni pour l'étude de livres ou de revues d'une réelle valeur d'instruction et de formation. Mais
même dans un film documentaire, par exemple, sur un pays lointain, même ce documentaire ne nous donnera malgré tout sur ce pays qu'une impression rapide, superficielle. Et il ne faudrait pas croire qu'il nous le fera connaître comme la lecture d'un livre écrit par un géographe qui a consacré toute sa vie à étudier ce pays. Enfin, tout comme l'abus de cinéma, l'usage de la télévision, pour ceux qui ne veulent pas s'en défaire, est abêtissant, abrutissant, destructeur des facultés d'attention, de réflexion, générateur d'enfants incapables d'être attentifs ou même de réfléchir, en habituant à se laisser aller à la succession des sensations sonores, visuelles, dans un état de sensibilité pur qui est la démission de tout effort de l'esprit, la disparition de toute idée, de tout raisonnement, de toute pensée. On ne peut réfléchir, fixer, concentrer sa pensée que dans le silence. Le bruit perpétuel, c'est la destruction de toute vie intellectuelle. Donc c'est dans le silence qu'ont été conçues, au-dedans de l'esprit, toutes les grandes œuvres de la pensée et de l'art. Le bruit perpétuel, il est encore plus destructeur de toute vie religieuse. Le recueillement intérieur, nécessaire à l'intériorité de la prière, exige le silence. Alors, il existe dans toute vie sociale des institutions dont le but propre est l'éducation. Établissements scolaires, groupes et mouvements d'apostolat et d'adolescents. Ce sera le thème des prochains cours, notamment la question de l'école. Et maintenant, je termine en vous lisant quelques réflexions que j'ai retrouvées dans mes dossiers. J'écris beaucoup de choses, je lis, quand je lis des choses, je prends des notes, mais je n'ai pas trouvé l'auteur, malheureusement. J'ai fait une traduction, le texte est assez dur, mais vrai. Dans notre monde d'aujourd'hui, et je continuerai la prochaine fois parce que je n'ai pas eu le temps de finir la traduction. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'homme porté à l'irréflexion sent une espèce d'horreur à se recueillir, à méditer, à apercevoir sa petitesse et l'immensité de Dieu. Aujourd'hui, l'homme n'expérimente que l'anxiété de la frivolité, l'inquiétude pour l'évasion hors de lui-même, cherchant à se distraire de n'importe quelle manière et par n'importe quel moyen, affamé de dissipation, de relâchement. Cet état animique est palpable et il s'observe dès l'enfance chez les élèves du primaire. On se plaint souvent du peu de profit de l'enfant dans ses études. Comment l'enfant, l'élève, peut-il avancer s'il est absorbé exclusivement dans le délire de l'imagination et de la fantaisie turbulente par des milliers d'images qui ne lui permettent pas de fixer l'attention ni même une seconde? La cause du mal est la télévision, obstacle direct, frontal, permanent, qui attente à la raison humaine, qui attente à l'intelligence, qui est la première puissance de l'homme. La télévision introduit l'homme dans un monde irréel et fictice, totalement isolé, sans connexion avec le monde réel. Cette télévision qui sans trêve ni pause transmet ses images, fait pénétrer ces images de manière tyrannique, comme des objets qui se fixent dans la mémoire, incapables d'en retenir d'autres distinctes. En règle générale, excusez-moi la faute, la télévision substitue à la mémoire naturelle qui porte l'homme à un exercice aussi long que la vie. Elle n'aide en rien à coordonner les idées
et à raisonner ponctuellement. Elle verse un déluge d'images, le plus souvent stupides ou néfastes, ou les deux choses en même temps. Elle déflore ou castre la raison. Elle débélite ou rend malade la volonté. Elle déchoit ou appauvrit la mémoire. Elle énerve les puissances de l'âme. La volubilité de la télévision, en perpétuel changement technique, désorbite l'intelligence et l'éloigne de son objet particulier qui est l'être. Elle ne fait que nous offrir des fantasmes ou de simples simulacres des choses, desquels seul se capte l'attractif, le superficiel qu'elle comporte. L'observateur, renonçant à sa liberté, la livre à l'arbitraire d'un inconnu, lequel ne se soucie guère d'inculquer la vertu, la vérité, tout au contraire. Il essaie seulement de flatter, de caresser les sens et la concupiscence qui provoque la mort. L'observation, l'attention s'annihile grâce à la sonorisation et au déploiement incessant des changements et des mouvements de l'écran. La télévision rogne ou vole la possibilité d'une lecture attentive continue. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.